Bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur la télé d'EPSAD à Santexpo, sur le stand commun FEDEPSAD et UPSADI. Donc nous continuons d'explorer ensemble les grands enjeux du système de santé et de la santé à domicile en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la santé de proximité aux côtés des prestataires de santé à domicile. Donc on reçoit cet après-midi Gérard Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Asso Santé, président intérimaire du Health Data Hub. Didier Perrin, bonjour, vous êtes administrateur de la FEDEPSAD et Nicolas Valmel, bonjour, administrateur de l'UPSADI. Bonjour. Donc Gérard Raymond, donc vous êtes président de France Asso Santé, qui est la fédération qui regroupe plusieurs centaines d'associations de patients. Pas que des patients, des usagers de la santé. Des usagers de la santé. Vous êtes également donc vice-président, je le disais, président intérimaire du Health Data Hub, qui est un groupement d'intérêt public qui travaille sur les données de santé. Le numérique est un des leviers de l'efficience des soins et des parcours de soins coordonnés. Les PSAD, dans leur activité, génèrent des données de santé importantes, précieuses, notamment dans le cadre du télésuivi. Pourtant, aujourd'hui, ils n'ont pas accès au dossier médical partagé. Verriez-vous d'un bon œil qu'ils y soient intégrés ? La question n'est pas de savoir si c'est un bon œil ou un mauvais œil. Je pense qu'à partir du moment où ils sont auprès du patient pour lui apporter un soutien, un accompagnement médical. Et s'ils ont besoin effectivement de données pour pouvoir améliorer cet accompagnement et leur métier, il me paraît tout à fait normal d'avoir un entretien avec le patient et de demander au patient s'il souhaite que son prestataire de service ait accès à toutes ou certaines parties de ces données. Il faut quand même rappeler que mon espace santé, c'est mon espace santé. C'est une véritable révolution. Les données m'appartiennent. Et donc, je donne l'autorisation à l'ensemble des professionnels de santé qui sont autour de moi pour me soigner, pour m'accompagner, l'accès à mes données de santé. Et nous considérons, je pense que c'est tout à fait normal, que vous êtes vous aussi dans cette équipe de soins qui prend en charge effectivement ma qualité et mes soins. Et donc, c'est au patient de décider si vous avez accès ou pas aux données de santé. Personnellement, je pense qu'il est logique qu'à partir du moment où vous apportez auprès du patient une qualité, un soin, il est normal que vous ayez connaissance de l'ensemble de la partie qui vous concerne dans son espace santé. C'est un problème sur lequel on discute régulièrement avec d'autres acteurs. Il faudra que petit à petit, il y ait une meilleure confiance entre les acteurs, les professionnels de santé et les patients pour qu'on arrive véritablement à trouver cette excellente coordination que peut être mon espace santé qui permet à chacun de pouvoir avoir une information pour mieux soigner et pour aussi améliorer le métier de soignant. Si vous ne connaissez pas les états de santé de la personne, c'est un peu compliqué effectivement de pouvoir avoir un traitement efficace. Donc ça fait partie du gagnant-gagnant. Il faut encore qu'on gagne un petit peu en confiance, en compréhension. C'est quand même un sujet complexe, les données de santé. Il y a quelques fantasmes et représentations qui sont chez les uns et les autres un peu curieuses parfois, mais ça fait partie de l'évolution, je pense, aujourd'hui, de l'amélioration du traitement et de l'équipe. Vous faites partie des équipes traitantes pour certaines d'entre nous. Vous pourriez avoir effectivement accès à ce traitement. Si je peux me permettre, effectivement, vous avez totalement raison. Le prestataire de santé à domicile, il intervient sur prescription médicale au départ. Effectivement, il apporte un dispositif médical, mais après, derrière aussi, il fait un suivi en lien avec le prescripteur. Et il y a un véritable échange aussi avec le prescripteur. Donc, le prestataire pourrait effectivement, et est légitime à mon sens, avoir accès à ce DMP. Après, peut-être pourrions-nous, dans un premier temps, y aller. Il y a certaines peut-être informations que nous pourrions ne pas avoir, puisque les choses, mais histoire de se faire confiance. Et prenons, vous savez, la politique des petits pas aussi, hein, dans un premier temps. Mais en tous les cas, en plus, par ailleurs, nos équipes se professionnalisent de plus en plus, se forment de plus en plus et sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Donc, je pense que ce ne serait pas surprenant que nous le devenions. Parce que pour moi, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Il faut qu'on avance petit pas,
qu'on comprenne mieux, qu'on ait une meilleure connaissance du travail des uns et des autres, et que le patient qui reste maître effectivement de ses données de santé et de l'équipe qui l'entoure, ben, vous donne l'autorisation à pouvoir avoir accès ou tout ou partie des données. Moi, ça ne me paraît pas être un obstacle insurmontable. Ça me paraît aller dans le bon sens, dans la reconnaissance de tous les acteurs. Et quand on parle effectivement d'aller vers et de la proximité, d'aller au plus près de la vie des personnes, ça me paraît effectivement une démarche qui doit s'accompagner d'une meilleure compréhension, d'une meilleure connaissance. Vous nous aurez certainement à vos côtés dans cette démarche-là, en pointant toujours la responsabilité du patient à donner ou pas l'autorisation d'utilisation des données de santé. Didier Perrin, peut-être sur le DMP, qu'est-ce qui coince finalement? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de reconnaissance tout simplement des PSAD? Ce qui coince, c'est que nous n'avons pas été inclus dès le début dans la liste des professions qui auraient accès au DMP, que nous sommes éventuellement en toute fin de liste, ce qui va poser un problème. Si toutes les professions peuvent déverser des données et surtout aller les récupérer dans le DMP, dans le hub, nos métiers vont être laissés sur le côté. C'est un sujet qui, je pense, peut se traiter quand on parle à nos interlocuteurs. Tout le monde est d'accord pour dire oui, les prestataires doivent avoir accès au dossier, à ce dossier de santé. C'est un problème mécanique, administratif, de définition, de trouver le bon interlocuteur qui va ajuster la réglementation. Mais si tout le monde va dans le même sens et si on a le soutien des professionnels de santé, des tutelles et des patients, je n'imagine pas qu'on n'arrive pas à trouver une solution à ce problème. Et pour compléter, peut-être aussi, j'évoquais tout à l'heure nos salariés et nos équipes. Beaucoup d'entre elles sont des professionnels de santé. Nous avons dans nos effectifs énormément d'infirmières, de pharmaciens, de diététiciens et autres, très sensibles, qui ont suivi les mêmes cours à l'école, dans les centres de formation et autres, et forcément très sensibles à ces questions-là. Et donc, ils peuvent effectivement avoir aussi, à mon sens, accès à l'ensemble de ces données, tout en étant effectivement avec l'autorisation du patient. Dans une autre vie, vous le savez, je me suis beaucoup préoccupé effectivement des prestataires de santé sur les pompes externes et la présence d'une infirmière d'éducation auprès des patients, etc. Et je considère que effectivement, au moins cette personne-là a accès de toute façon aux données, que ce soit pour les personnes atteintes de diabète, elle peut voir les glycémies, elle peut avoir un suivi effectivement des glycémies et apporter sa connaissance et sa contribution. On ne sera jamais assez autour du patient, ou trop autour du patient. On aura toujours besoin, le patient aura toujours besoin de conseils, d'aide, de pouvoir commenter, de pouvoir être rassuré, de pouvoir être accompagné. Et plus nous serons autour de lui, plus effectivement on aura des chances à ce qu'il prenne en soin sa santé, sa pathologie et de ne pas avoir des complications, etc. Voilà. Coûter moins cher à l'assurance maladie. Et justement, pour répondre à votre attente de plus de présence, ou en tout cas toujours autant de présence auprès du patient, la question qui se pose pour le permettre, c'est le financement va-t-il mettre les prestataires encore longtemps en capacité de s'occuper des patients? Vous savez très bien que depuis des années, on est dans un système de financement qui tire tout le monde vers le bas. Les prestataires ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en place des mesures d'efficacité, pour introduire des innovations. Mais aujourd'hui, tout le monde est assez d'accord pour dire que le système de financement actuel arrive à bout de souffle. Si on continue comme ça, les prestataires vont être obligés de sélectionner les territoires, les patients ou les matériels pour pouvoir vivre correctement. Je sais que vous avez réfléchi à ces questions. Quelles seraient pour vous les innovations en domaine de financement? Je le dis, je vais essayer de le prendre un peu plus globalement, mais on est arrivé au bout du bout. Et ce n'est pas les discours qu'on a entendus ce matin qui doivent nous encourager à avoir beaucoup d'espoir. Néanmoins, on doit quand même conserver un peu d'espoir. Mais nous, ce que nous voulons, c'est transformer profondément notre système de santé dans son organisation, culturellement et financièrement. Et le financier, ce n'est pas simplement le système de santé, c'est aussi les acteurs du système de santé qu'il faut transformer. Donc c'est les trois choses qu'il faut mener. Donc effectivement, nous considérons que dans une vision à moyen terme, dans le cadre, c'était dit, donc d'une loi de programmation
où on embarquera l'ensemble des acteurs. Alors pour nous, et notamment sur certaines pathologies, mais vous êtes des acteurs. Alors après, il faudra redéfinir votre classe. Je ne sais rien comment on peut appeler ça. Mais les patients qui ont affaire aux prestataires en santé, pour la grande majorité que je connais, sont satisfaits des services que vous leur prodiguez. Et donc, effectivement, on verrait d'un mauvais œil que vous ne puissiez plus apporter votre contribution, votre compétence et votre expertise auprès de ces patients. C'est quand même le cœur de votre métier. Ensuite, c'est quel est le statut, quel est votre statut, comment vous travaillez avec les autres acteurs et les autres équipes. Pour nous, vous faites partie de cette équipe de proximité qui est dans le cadre d'un parcours pour une personne atteinte d'une pathologie chronique. Vous faites partie du parcours de la personne, au même titre que le médecin traitant et autres, l'infirmière et autres. Je pense que si on a besoin de matériel et si on a besoin d'un accompagnement pour ce matériel-là, eh bien, le prestataire en santé a toute sa valeur ajoutée à être là. Ensuite, derrière ça, c'est comment effectivement on répartit le financement de ce parcours auprès de l'ensemble des professionnels de santé. Alors, je ne vais pas faire une réponse de Normand, je ne suis pas Normand, mais moi j'aime bien, je ne suis pas pour Yaka Fauqueux. Moi, je préfère mettre les gens autour de la table. D'abord, on commence par se disputer, et après, petit à petit, on commence à progresser, à trouver des solutions dans l'intérêt de tout le monde. Et je pense qu'à partir du moment où on reconnaît l'expertise des prestataires en santé dans la qualité, ce qu'ils apportent pour le patient, et c'est le patient qui reconnaît aussi cette qualité-là, eh bien, je pense que dans le cadre d'un budget au parcours, on doit avoir, chacun doit avoir sa part, et comment on reconnaît la part des uns et des autres. Je trouve qu'aujourd'hui, le mode de financement de notre système de santé, des acteurs du système de santé, on va vous considérer comme des acteurs, est totalement obsolète. C'est totalement obsolète par rapport aux besoins, par rapport à une vision beaucoup plus globale et particulièrement sur les pathologies chroniques. Donc, il faudra bien à un moment donné que nos politiques et nos financeurs se penchent un petit peu sur cette question-là. Sinon, vous avez raison, on va avoir des pans d'expertise qui vont effectivement se spécialiser ou abandonner certaines parties du métier et on aura une qualité qui sera dégradée. Et si on a un peu d'argent, eh bien, on pourra se soigner. Si on n'a pas de l'argent, eh bien, on ne se soignera pas. On est en train de mettre à mal notre système de santé fondé sur la répartition et sur la solidarité. On va fêter les 80 ans de la sécurité sociale. On va célébrer les 80 ans de la sécurité sociale. Je trouve que ces valeurs-là doivent être réaffirmées fortement avec d'autres modèles, effectivement, aujourd'hui, qui répondent aux besoins du 21e siècle et pas du 20e. En tout cas, bon, vous savez, nous sommes tous des contribuables, donc on a tous bien connaissance et nous suivons aussi l'actualité. Nous avons bien tous conscience des difficultés aujourd'hui pour l'État de clore son budget, de trouver du financement. Mais là où je vous rejoins totalement, c'est effectivement cette nécessité. Nous nous battons avec la FEDEPSAD et l'UPSADI depuis de nombreuses années pour essayer d'avoir cette loi de programmation, on va dire en santé, en tout cas une vision pluriannuelle. Parce que derrière, effectivement, on comprend bien que nous devons aussi, nous aussi, faire quelques efforts, comme chacun d'entre nous et chaque acteur de santé, ou pas d'ailleurs, de toute façon. Mais qu'on nous accompagne, qu'on nous dise les choses progressivement, que nous n'attendions pas, comme chaque année, le PLFSS et les annexes du PLFSS pour voir en tremblotant, savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Si on nous donne effectivement une visibilité, comme n'importe quel chef d'entreprise, de toute façon par ailleurs, comme n'importe quel citoyen, qu'on sache exactement où nous allons, et à partir de là, on s'organise, et voilà. Ça, c'était la première chose et je vous rejoins parfaitement. Et la deuxième chose que vous évoquez fort justement, c'est aussi ce décalage entre les textes, la réglementation nationale telle qu'elle est pensée aujourd'hui sur le parcours et le rôle de chacun des acteurs de santé et la réalité concrète sur le terrain. Sur le terrain, moi je parle sous le contrôle de Didier Perrin qui aussi est en contact direct avec l'ensemble de ses équipes. Les choses se passent très bien avec le professionnel de santé, avec les infirmières libérales, les choses fonctionnent. Il y a de la bonne volonté, on essaie tous de faire des efforts dans l'intérêt du patient. Surtout, on a tous chevillé au corps cet intérêt du patient.
il faudrait effectivement que ça puisse se traduire dans les textes et que ça soit beaucoup plus fluide. Mais cette vision politique à moyen et à long terme, il faut qu'elle parte sur des expériences du terrain. Il ne faut pas simplement qu'elle soit issue de quelques cerveaux ministériels. Je vous avoue que les discours de ce matin ministériel ne nous encouragent pas à avoir une perspective. J'ai cru comprendre qu'on arrive jusqu'en 2026. Après, il faudra faire comme on pourra. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse en partant des expériences sur le terrain qui fonctionnent. Certaines fonctionnent moins bien, d'autres fonctionnent mieux. Comment effectivement on analyse, on évalue ces expériences-là, on valorise les résultats et comment on arrive à cette transformation. Bon, structurelle certainement, mais culturelle. Bon, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, le gros travail qu'il nous faut mener, c'est un travail culturel. Il faut que les professionnels de santé, quelle que soit leur spécificité, comprennent qu'on ne travaille plus en silo, qu'il n'y a pas des sachants, des tâcherons et des larbins, mais que chacun a sa compétence, chacun partage ses compétences et s'enrichit des compétences de l'autre, qu'on a une vraie équipe sur le territoire qui doit répondre effectivement à des besoins sur ce territoire-là. Et là, je crois qu'on a un gros effort à faire. Pour moi, il est beaucoup plus important aujourd'hui ce changement culturel des acteurs que organisationnel, où on voit bien déjà arriver des organisations sur le terrain, avec des maisons de santé, etc., qui commencent à prendre forme. C'est plus dans la culture aujourd'hui des professionnels de santé qu'il faut qu'ils comprennent qu'effectivement, on travaille tous ensemble sur un projet médical, sur comment on fait de l'éducation à la santé et de la prévention, comment on améliore le parcours de santé ou de soins des personnes atteintes de pathologies chroniques par de l'accompagnement et aussi comment évidemment on répond aux urgences de la permanence des soins et les soins non programmés. Mais on n'y arrivera qu'effectivement s'il y a une véritable mobilisation sur le territoire, aménagement du territoire, et si on embarque, et j'entends ce que vous dites, et on embarque tous les acteurs, y compris effectivement vous. Peut-être, Gérard Raymond, un dernier mot sur l'innovation, c'est la thématique centrale de Santexpo. Et toujours relié justement à la question du financement, on a en tête le dispositif Omnipod de boucle fermée, qui améliore considérablement la qualité de vie des patients diabétiques. Et pourtant, la dissociation tarifaire se fait au détriment des entreprises PSAD. Est-ce que justement l'obsolescence du système de financement ne va pas freiner ce type d'innovation ? Ben oui, mais on a un système de mise sur le marché, d'évaluation des produits ou des médicaments et de fixation des prix qui date de 40 ans. On n'a pas changé. Le monde a changé ces dernières années avec énormément de transformation, d'innovation. Et effectivement, si on reste sur ces méthodes-là, eh bien, on aura de plus en plus d'écart entre les besoins et les demandes populationnelles pour avoir un soin de qualité et un mécanisme qui fonctionne. D'abord, on peut s'interroger comment il fonctionne parce qu'il est assez opaque, on ne sait pas très bien. Donc comment ça fonctionne, mais toujours est-il que ça ne correspond plus aujourd'hui aux besoins. Et je trouve que ces nouvelles innovations-là devraient aussi, dans le changement aussi de paradigme, pousser à la transformation. Comment on évalue la pertinence, effectivement, que ce soit des médicaments ou des dispositifs médicaux, et comment on évalue aussi leur financement, que ce soit leur remboursement par l'assurance maladie et le financement des acteurs qui sont là pour surveiller ou suivre ou accompagner le patient. Donc on est bien aujourd'hui dans un mécanisme qui est totalement obsolète et qui freine effectivement. Je trouve que c'est vraiment dommageable, alors que ce pays a quand même quelques atouts, que l'on soit freiné par, c'est des mots un peu bateaux, mais par une administration qui n'est pas créative et qui reste sur des formules qui sont quand même assez empiriques aujourd'hui. Les innovations aujourd'hui, que ce soit les pompes à insuline avec des boucles fermées, que ce soit des capteurs de glucose en continu et bien d'autres innovations, que ce soit des applications, etc., doivent automatiquement obliger l'ensemble de l'administration, que ce soit la Haute Autorité de Santé, le CEPS, etc., à transformer les méthodes de financement et de transparence. Je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est de réfléchir
à la responsabilité de chacun et la prise de risque de chacun. Parce qu'aujourd'hui, les attentes, surtout dans les médicaments, mais dans les dispositifs, on peut avoir cette même réflexion. Dans des médicaments nouveaux, on a des attentes fortes de population de patients qui attendent effectivement ces médicaments parce qu'ils ont un espoir de survie ou de vie ou d'amélioration de la qualité. Et donc, parce que les exigences des uns, les études de l'autre font qu'on attend. On pourrait concevoir effectivement une prise de risque de l'industriel avec une prise de risque de l'État et une évaluation effectivement si l'amélioration attendue est vraiment au rendez-vous. Si elle est au rendez-vous, bon, ben ok. Si elle n'est pas au rendez-vous, eh ben, chacun engage à engager une certaine responsabilité, on revient. Est-ce que ça fonctionnerait dans l'autre sens, monsieur Raymond? Est-ce que si on dépasse ces objectifs, on peut imaginer un partage de ces dépassements d'objectifs entre le système, l'assurance maladie, les acteurs comme les prestataires? Si ça ne répond pas aux attentes attendues, ben on peut baisser. Mais si c'est meilleur que ce qu'on a programmé, pourquoi pas se remettre autour d'une table et dire après tout, ça permet aux patients d'être mieux soignés, ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie, ça permet d'avoir beaucoup moins d'hospitalisation. Donc j'aime pas le mot économie parce que dans le système de santé on ne fait pas des économies, mais je fais voilà, une efficacité, j'ai une efficacité, bon ben, pourquoi pas? Il y a un peu de gâteau à partager, pourquoi pas le partager? C'est ce qui existait dans le principe des projets étapes à l'époque et qui malheureusement dans la transformation en droit commun a été supprimé. Donc vous seriez favorable à ce que ce genre de mécanisme vertueux d'un côté mais responsable de l'autre soit mis en place. Mais ça fait partie d'une démocratie responsable, apaisée. Voilà, chacun prend sa part de responsabilité. J'ai encore entendu parler ce matin de la responsabilité des patients. Alors malheureusement, chaque fois qu'on parle de responsabilité des patients, c'est pour les culpabiliser. C'est pour dire qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne font pas les choses comme il faut, qu'ils sont même parfois violents, qu'il faut qu'ils payent, parce que, etc. Donc là, on les culpabilise. Mais moi, je suis pour la responsabilité de tout le monde. Mais il faut que la règle du jeu soit claire et nette. Et voilà. Donc dans le cadre, effectivement, aussi d'un financement, d'une innovation, eh bien, tout le monde s'engage, on fait une évaluation. Ben, si on a gagné, ben, on a gagné. Si on a perdu, ben, on a perdu. On retire les billes, on regarde comment on peut faire. Mais ça fait partie d'une véritable responsabilité des gens. Et aujourd'hui, je trouve que l'administration telle qu'elle est conçue aujourd'hui, que ce soit au niveau de la Haute Autorité de Santé et du CEPS, parce que vous l'avez nommé, ben, on n'est pas encore dans cet état d'esprit. Peut-être une dernière question, Camille, si tu le permets. Vous avez entendu parler de la réforme en cours des VPH, des véhicules pour handicapés. Vous savez qu'elle suscite à la fois un grand espoir des patients ou des personnes qui sont atteintes de ce handicap, mais elle suscite beaucoup d'interrogations et même d'inquiétudes de la part de nos prestations. Nous considérons de ne pas avoir été consultés suffisamment en amont pour mettre en lumière les obstacles très opérationnels que l'on rencontre. Et comment vous imaginez qu'on puisse sortir de cet état de blocage ou d'impasse? Vous savez, c'est quand même dommage que dans ce pays, ces dernières années, on n'a pas eu beaucoup de lois sociales. On a eu beaucoup d'autres choses, mais des vraies lois sociales, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu le 100% santé et on a aussi le 100% fauteuil roulant enfin, pour les handicapés. Franchement, c'est des lois sociales qui devraient permettre une certaine égalité, fraternité, générosité. Voilà. Malheureusement, quand elles sont bâties, ces textes-là, ben, on oublie la moitié des acteurs, on place des plafonds dont on ne peut pas dépasser, etc. C'est quand même compliqué dans ce pays qu'on ne puisse pas, quand on a une bonne idée, mettre tous les acteurs autour de la table et essayer d'arriver à la concrétisation de cette idée-là. Et même si ce n'est pas ma priorité, mais j'ai des associations chez moi qui sont extrêmement sensibles à ce texte-là. Et reparlons pas de la loi de 2005 sur le handicap, dont on attend encore un bon nombre de décrets d'application. Mais on voit bien qu'on a beaucoup de mal, effectivement, dans ce pays, à pouvoir, on reparlait tout à l'heure de responsabilité, et bien que chacun prenne ses responsabilités, que l'on regarde d'une façon apaisée. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'exprimer son désaccord,
mais on a le droit aussi de pouvoir continuer à progresser, avancer pour le bien, pour le bien collectif. C'est dans ce cadre-là, moi, que je ne comprends pas qu'on ne mette pas autour de la table tous les acteurs, et dans le cas présent, vous en êtes un, vous quand même aussi, hein, et qu'on ne vous sollicite pas là-dessus, et que vous soyez, entre nous soit dit, voilà, la barrière d'ajustement, quoi. C'est-à-dire que s'il y a du bénéfice à faire, ou s'il y a une retranche à faire, et bon, on le fera sur vous. Voilà. Et c'est d'autant plus dommage qu'effectivement, dès le départ, nous étions tous très très favorables à cette réforme-là. On ne peut pas y être opposé, ce n'est pas envisageable une seule seconde, puisqu'on est aussi et surtout au bénéfice des usagers et des patients. Donc, et c'est vrai que, alors certes, il y a eu des réunions, hein, des réunions d'organisés, mais enfin, vous les connaissez aussi bien que moi. Des réunions de pseudo-concertation sur lesquelles on a beaucoup travaillé d'ailleurs et fait beaucoup de propositions. Et malheureusement, très peu d'entre elles ont été retenues. Et on se retrouve aujourd'hui effectivement avec une incompréhension sur un certain nombre d'aspects de la nouvelle nomenclature, sur lequel on est obligé maintenant de mettre en place une sorte de comité de suivi. Alors c'est bien de suivre une réforme, un projet de réforme, mais ce serait bien, c'est d'en parler beaucoup plus en amont et de régler essayer de régler les problèmes avant de mettre un comité de suivi en place. Je suis trop vieux, je me méfie des comités de suivi. Mais bon, pourquoi pas pourquoi pas. Mais voilà, profitez de ce comité de suivi pour pouvoir... Mais rapprochez-vous de l'APF ou des autres associations, parce que je pense qu'elles aussi sont quand même assez critiques sur la mise en application de cette loi. Oui, non, mais on a eu des échanges avec l'APF et puis d'autres, bien sûr, associations. Monsieur Raymond, il nous reste à vous remercier. Moi, je suis très heureux, ayant un peu d'ancienneté dans le métier, de voir à quel point vous portez la voix des patients et la voix des usagers. Vous la portez depuis longtemps, mais je trouve qu'elle est entendue de plus en plus. Et je suis, moi, convaincu que nous, prestataires, on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble, en amont, notamment dans le cadre d'innovation, mais pas uniquement, parce que nous pouvons faire progresser ensemble le système et peut-être faire bouger nos tutelles et leur donner des idées que peut-être ils entendront. Ouais, y compris sur la prévention secondaire, comment accompagner les personnes que vous avez dans votre patientèle, de faire de la prévention, de leur faire comprendre, de les accompagner. Je trouve qu'on parle beaucoup de santé, on fait du soin, mais on fait assez peu de santé. Et que voilà, il y aurait aussi à développer, quand je parlais culturel, c'est cette culture de prendre soin de soi. Et comment, effectivement, quand on est dans une pathologie chronique, les personnes qui nous accompagnent, voilà, sont sensibles, effectivement, au prendre soin et à la prévention. C'est important. Et ce sera, je pense, le mot de la fin.